Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à un autre épisode du Punchcast, ton podcast qui a du punch. Aujourd'hui, on est vraiment très chanceux parce qu'on reçoit quelqu'un à quelques jours de son départ pour l'Arabie Saoudite. Mais avant de vous en parler, laissez-moi me présenter. Samuel Descaries-Drolet, entraîneur de boxe, cutman, mais surtout passionné, fan, éternel étudiant du noble art et aussi grand amateur de l'être humain. Et le Punchcast nous permet de découvrir les êtres humains à travers la boxe. Mon co-animateur, c'est mon cousin, il s'appelle Antonin Descaries, ancien boxeur professionnel, aujourd'hui directeur général de Eye of the Tiger Management et lui aussi un super être humain. C'est son anniversaire aujourd'hui d'ailleurs, 21 ans pour la deuxième ou troisième fois de sa vie. Anton, bonne fête. Merci beaucoup, c'est gentil. Bonne fête. Comment ça va? Ça va super bien. Quand t'es pas loin de la quarantaine, c'est moins important là, les anniversaires, mais bon. C'est excitant. Pour vrai, on a habituellement... On a eu des athlètes, des boxeurs. Après leur combat, on faisait un petit recap de ce qui s'était passé. Là, on a la chance d'avoir un athlète qui s'en va dans le plus grand combat de sa carrière, qui va avoir la chance de performer sur la plus grosse scène en ce moment. Là, c'est vraiment un tournoi qui a eu beaucoup d'attention. C'est un partenariat entre Riyad, comme tu l'as dit, l'Arabie Saoudite et la WBC. Donc, Derek Pomerleau est avec nous aujourd'hui. Yes, what's up, les boys? Merci. Bienvenue, Derek. Merci beaucoup de nous accorder un peu de ton temps avant ton départ. C'est très généreux de ta part. Antonin parlait... Généreux, mais c'est pas smart, là, Sam. Je voulais que Léla vienne. Mais non, on peut pas l'amener à un mois de son combat. Puis toi, t'arrives à 2 semaines. Tu vois que Sam, c'est un entraîneur peureux un peu. Non, mais écoute, Derek, tu t'en vas en Arabie Saoudite dans quelques jours, le 15 décembre. Antonin l'a mentionné, le plus grand combat de ta carrière. Tu es en finale d'un tournoi. Un tournoi qui a eu comme 4 rondes. Là, tu es à la 5e ronde. Ouais. Tu as gagné tes 4 premiers combats. Puis ça, c'est vrai, on dit toujours... C'est le combat le plus important de ta carrière parce que c'est toujours le prochain combat, c'est toujours un peu le plus important. Ouais. Mais toi, personnellement, là, depuis le tournoi, trouves-tu que c'est vraiment le top guy de la catégorie que t'affrontes en finale ou t'en as peut-être affronté un meilleur depuis le début? Non, je crois que je prends vraiment... Ça a sorti à la presse, j'avais dit justement que j'allais me rendre en finale contre Dylan Biggs. Okay. Je pense qu'il y a des skills. Il est assez... c'est un boxeur assez classique, mais je croyais qu'il allait se rendre en finale. Fait que... Je crois que c'est le boxeur qui avec le plus de talent que je vais affronter dans ma carrière professionnelle. T'as raison. Écoute, on avait fait un live Facebook, Antonin et moi, il y a quelques mois de ça déjà. Puis c'était à l'annonce justement de ce tournoi-là, que tu allais participer à ce tournoi-là. Et j'avais dit aussi que tu allais te rendre en finale contre Biggs. Un gars de 17-1. Tu l'as étudié un petit peu. Comment tu le vois? Quel style d'adversaire tu vas avoir en face de toi? Ben, c'est quelqu'un qui est très opportun. Il est pas nécessairement agressif tant que ça. C'est qu'il choisit bien ses moments. Il travaille en combinaison. C'est quelqu'un qui est intelligent dans le ring. Mais je pense que le combat va très bien se dérouler. Puis je crois contrôler le rythme du combat. Dylan Biggs, il a 23 ans. Je boxe depuis que je suis tout jeune. Je sens que j'amène un plus grand sac, un plus grand bagage que lui dans le ring. Fait que, mais ça va être un combat vraiment intéressant parce que les deux, on veut gagner. Fait que, tu dis que tu boxes depuis que tu es tout jeune. On va en revenir dans quelques instants. Une victoire contre Biggs, c'est 250 000 mais ça, on n'était pas sûr exactement parce que... Et plus, ça veut dire quoi, le et plus? Est-ce que tu sais déjà ta bourse ou pas? Est-ce que c'est une bourse assurée parce que tu es en finale ou le gagnant remporte le 250 000? Comment ça fonctionne? En réalité, c'est le gagnant du tournoi, il va cumuler. C'est pour ça qu'ils disent et plus. Exact. Puis c'est 200 000 US. OK. Puis le plus, ça doit être la chance de boxer pour une ceinture WBC Silver.
qui va se dérouler probablement quelques mois plus tard. OK, c'est pas pour le WBC Silver, le combat de la semaine. Non, si tu gagnes le trophée de la WBC. Je pensais que le gagnant remportait le titre WBC Silver. Non. Quand j'ai été voir sur le site du Grand Prix WBC, ça disait 250 000 et plus. D'après moi, c'est en US parce que c'est rare qu'ils nous disent des trucs en canadien. Là. Ouais. Fait que là, tu demanderas un petit boni de 50 000 parce que c'est ça qui est écrit sur leur page Internet. Sinon, c'est de la fausse représentation. Là. Non, mais c'est ça. Mais quand même, c'est intéressant. Tu as boxé pour des belles bourses jusqu'à présent. Ouais. Ça fait du bien. Est-ce que tu as des plans avec l'argent que tu as fait présentement? Est-ce que tu l'investis? Est-ce que tu le mets de côté pour tes Laisse-le se concentrer sur son combat. On parlera d'investissement plus tard. Là. C'est important de préparer son après-carrière. Mais sincèrement, oui, on tient de l'argent de côté, c'est sûr. Mais chose certaine, après le tournoi, j'ai un mois que je ne vais pas au gym. Fait que je vais me gâter. Je vais probablement aller en vacances, là, puis relaxer sur le bord de la beach. Mais oui, j'ai des plans d'investissement. Je m'entoure du monde avec de l'argent qui est avec des business. Fait que l'argent, elle va être bien investi par après. Mais comme Anthony dit, je me concentre beaucoup sur mon combat présentement. Je pense pas tant à l'argent. Puis, parce que tu l'as dit, là, je vais prendre un mois off. T'as pas eu de vacances, là, parce que toi, c'était un combat qui venait de terminer. Tu revenais, puis là, il annonçait ton prochain combat qui était dans quelques semaines, des fois. Là, c'était rapide. Là. Ouais, c'est en plus, cette année, je vais avoir boxé 6 fois quand même, assez rapproché, parce que j'ai boxé. Mon premier combat de l'année, ça a été le 28 février à Gatineau. Puis c'est rough sur le corps, faire tous ces combats-là, le voyagement, la perte de poids. Tu nous fais bien paraître, parce que comme Sam l'a dit tantôt, on a parlé un peu du tournoi avant que ça débute, puis il y avait 3 Canadiens. Puis personnellement, je me disais que c'était le seul qui avait vraiment une chance de shiner, puis t'es en finale, fait que félicitations. Merci. Mais comme tu dis, c'est que t'as été quand même assez... t'as boxé sur une base vraiment régulière, t'as été quand même assez actif, mais en plus de ça, 6 combats avec tout le voyagement, là, le décalage horaire, ça rentre dans le corps. Là, ça prend quelques jours t'habituer au climat, ça prend quelques jours revenir. Tu peux pas juste être de retour dans le gym right away. Là, après un combat en partant, ça peut aller vite. Là. Il y a quelques combats qui ont été plus simples, mais il y a certains combats qui laissent des traces. Ouais. Puis aussi, c'est sur le corps, le décalage, le voyagement, c'est off. Ouais, le training camp. C'est ça qui est dur. Là, le combat, là, c'est comme une journée de sparring vraiment tough, là, mais dans ton training camp, t'en as des journées. Là, ouais, c'est ça qui rentre le plus dans le corps. Je te dirais, le training camp, on sait tout, excuse-moi. On sait tout, c'est dur sur le corps, c'est beaucoup d'heures d'entraînement, beaucoup de sacrifices. Puis la deuxième chose, c'est pour ma part, c'est la nutrition, puis la perte de poids à maintes reprises. T'sais, faire une perte de poids une fois aux 3-4 mois, c'est quand même pas si pire, mais à chaque 8 semaines, c'est dur quand tu recommences mentalement. Oui, mais en même temps, je me dis que c'est un peu comme un tournoi amateur. Là. Tu le sais que tu vas faire tu vas avoir des combats à répétition qui vont venir back-to-back. Fait que j'imagine que tu reprenais pas autant de poids. Non, c'est juste que je pense que c'est mentalement que c'est dur parce que je reprends jamais 30 livres entre mes combats. Mais, tu sais, mettons, le 10-12 livres que j'ai à perdre dans chaque combat, c'est merdique. C'est pas le fun. C'est ça. Tu vas l'avoir fait 6 fois cette année. Ouais. Tu montes à combien? Mettons le plus haut, tu peux monter? Entre les combats, la première semaine, quand je reviens là, puis que je mange une coupe de points de pizza, là, je remonte à 178, là, peut-être au max. Un 18 livres, mettons. Ouais, fait que tous ceux là, qui vont avoir des belles résolutions en janvier, là, il t'a perdu 3 fois 18 livres cette année. C'est intense. Puis ceux qui ont des restaurants de pizza puis qui veulent commanditer Derek, là, il reste de la place pour les commandites. Ça, c'est short. Fait que c'est ça le plus dur. C'est vraiment ça pour ma part. Ça va avoir été une grosse année. C'était un coup à donner, par exemple, puis je suis content. Moi, je suis vraiment grateful d'avoir la chance de boxer là. C'est une chance en or. C'est pas tout le monde qui peut être là. Puis en plus d'être là, je performe, puis j'avance dans ma carrière. Puis c'était un gros coup de main. Je suis content d'être là. Puis ça, c'est tout à ton honneur parce que, tu sais, il y a quand même beaucoup de monde qui ont eu la chance d'avoir l'opportunité. Après ça, c'est à toi de la saisir. Puis tu gagnes tes combats. T'as un super beau tournoi. Parle-nous donc un peu de comment ça se passe là-bas. Est-ce que y a-tu du monde dans les estrades? Ça ressemble, c'est quoi les styles, le nombre d'assistants? Ça ressemble à quoi?
Je te dirais que ça varie à chaque fois, mais on n'est jamais dans des salles pleines. Puis c'est pas un public qui réagit fort non plus. C'est un petit public. On boxe dans des petites salles, je te dirais. C'est plus gros que le casino, mais ils mettent pas de l'emphase sur la foule. Puis comme je dis, c'est la foule, mes 3 premiers combats, là, ça a été long avant d'avoir des hey, yeah, good job. Il y en a pas, tu sais, ils regardent, sont pas trop. Je pense qu'ils sont attentifs, mais ils encouragent pas tant que ça. Mais je te dirais que quart de finale, semi-finale, ils commencent à avoir comme un petit sentiment d'appartenance envers les boxeurs. Tu sais, ils nous voient souvent quand même. Fait que la foule est un petit peu plus impliquée. Fait que c'est le fun. Je sais que la finale, d'après moi, on va avoir un peu plus de cris et d'encouragement dans le ring, là, d'après moi. Là. Ouais, mais on l'a vu quand on est allé en Arabie Saoudite. Là. Moi, j'ai été, je pense, 4-5 fois jusqu'à présent. C'est pas une foule qui est très bruyante. Ils sont pas très nombreux. Le premier Fury Ngannou, c'était très nombreux. Oui, mais c'est parce que c'était l'ouverture de Riyadh Season. Il avait mis vraiment beaucoup de monde. Il avait fait un show là, digne du Super Bowl. Là, c'était comme. C'était une grosse mise en scène. Là, puis là, il avait mis vraiment plein de monde. Mais après ça, moi, même avec Beterbiev, si tu avais mis ce combat-là, mettons, au Wembley Stadium, là, ça aurait été incroyable. La foule n'est pas la même. Mais c'est surtout la plateforme à l'international que ça te donne. C'est streamé partout à travers le monde, cet événement-là. Ouais. Donc ça, c'est une belle visibilité. Au niveau des commandites, justement, tantôt, je faisais un petit gag avec ça, mais est-ce que tes commanditaires sont contents? Est-ce que tu en cherches encore? Est-ce qu'il y a du monde? Comment ça se passe au niveau commandite? Ben, ça se passe bien. Ça fait un an et demi que je suis sorti du marché du travail pour être à temps plein grâce à Space Payment, qui est mon sponsor officiel. Puis j'ai plein d'autres autres sponsors qui, eux autres, ils m'aident avec un paquet de services. Ça peut être financier, mais c'est beaucoup des traiteurs, mes cheveux, un paquet de services. Puis j'ai bien du monde généreux qui me suivent, surtout dans mon patelin à Mercier-Châteauguay. On est toujours, on n'est pas, je te dirais qu'on n'est pas en recherche, mais s'il y a des offres, vous êtes toujours la bienvenue, ça c'est sûr. Fait que, mais non, ça se passe bien niveau commandite. Puis avec le tournoi, ça donne un coup de main. Mes commandites sont contents aussi d'être là puis d'en faire partie de ce bel événement-là. Fait que non, ça se passe bien. Ouais. Sinon, nous, moi, en fait, je te connais depuis longtemps. La première fois que je t'ai rencontré, je pense que c'était haut comme 3 pommes. On va parler un petit peu de toi. Il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas. D'où tu viens et puis quand est-ce que tu as commencé à boxer? Comment est-ce que tu es rentré en relation avec la boxe aussi? Ça ressemble à quoi? Dans le fond, je boxe depuis... Je vais commencer avec comment j'ai commencé. J'ai écouté, j'étais à Saint-Henri, j'étais à Montréal, dans un appartement avec ma famille. J'écoutais classique, c'est plate, c'est tout le temps ça, mais j'écoutais Rocky IV. J'avais 3 ans, OK? À 3 ans? Ouais. Fait que à cet âge-là, je te dirais que je me suis senti comme si j'étais Rocky là, quand j'ai fini le film. Fait que l'amour pour la boxe a comme parti, le déclic est parti de Rocky IV. Mon père, ça n'a pas été long, il m'a acheté une paire de gants. J'ai commencé à frapper sur le frigidaire, courir dans la maison. Puis ça n'a pas été long qu'il m'a amené dans un gym dans le coin de 5-6 ans. C'était quoi le gym de Saint-Henri dans ça là? Non, dans le fond, entre le 3 ans puis le 6 ans, on a déménagé à Mercier. Okay. Puis on avait un gym à Sainte-Martine, puis j'ai commencé là-bas. Commencé à faire vraiment de l'entraînement comme répétitif. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas de fun box, je pense que ça s'appelle. Mm-hmm. Tu pouvais pas boxer avant 11 ans. Là, ouais, exact. Fait que je me suis préparé, j'ai fait un bon 5 ans de boxe, que je m'entraînais, je faisais du sparring, j'allais voir un petit peu partout. Et j'ai commencé, t'avais 6 ans avant? Ouais, j'ai commencé à 6 ans. Je finissais l'école, puis j'allais au gym, puis c'était ça ma vie, en plus de jouer au hockey, faire un peu de karaté. Sauf que la boxe, elle a toujours stand-out des autres. T'étais-tu un bon athlète dans tous les autres sports aussi? Ouais. J'étais un très grand sportif. Vraiment un très grand sportif. Je pense pas que j'aurais percé dans le hockey. Je sais que j'aime même tirailler au hockey, j'étais sur mon punition. Mais j'ai toujours bien performé dans tous les sports, mais la boxe a toujours été mon premier amour.
Puis je savais que c'est ça que j'allais faire plus tard. Même quand, tu sais, on me demandait ce que tu veux faire plus tard quand j'allais à l'école. C'était clair pour moi, c'était facile. C'était pas être ingénieur ou quoi que ce soit, c'était d'être boxeur. Moi, quand j'ai écouté Rocky, là, si j'avais eu l'offre d'un papier puis je savais écrire, j'aurais signé pour devenir boxeur professionnel. Wow. Fait que ça a toujours stand out. Puis, c'est ça, j'ai commencé mon premier combat, c'était à 11 ans. Puis, toi, tu m'as vu aller un petit peu aussi. J'ai fait plusieurs compétitions, Brampton Cup, la Coupe Adidas, les championnats canadiens, québécois à maintes reprises. Puis, j'ai pratiquement tout gagné. Ça, d'ailleurs, j'aime ça que on parlait de ça l'autre fois. Puis, il y a beaucoup de boxeurs qui font le saut chez les professionnels vraiment jeunes. Ouais. Pourquoi t'as pas resté sur l'équipe nationale un peu plus, puis voyager à l'international, prendre de l'expérience? J'aurais voulu en plus. Moi, ça a été une question. C'est arrivé pendant la COVID. Là, il y a eu les histoires de fallait que tu te fasses vacciner pour boxer, puis les galas amateurs, il y en avait moins. Puis à ce moment-là, je pense que 2020, j'ai eu comme une petite drop là, de motivation envers la COVID puis la boxe. Je trouvais que là, j'étais comme mon sport est comme en train de mourir à cause de ça. Je capotais un peu, puis ça. T'avais quel âge en 2020? J'avais 20 ans, 19-20 ans. Puis à ce moment-là, j'ai 75-80 combats amateurs. Puis j'ai toujours voulu passer le 100. J'ai toujours voulu faire 100, 110, 115, 120 combats amateurs. Prendre de l'expérience. Je trouvais que c'était important. Sauf que j'ai eu l'offre de passer chez les professionnels. Puis je pensais que c'était... Sincèrement, j'ai toujours voulu faire ça. Puis avec le timing, je trouvais que c'était la meilleure chose à faire. Fait que j'ai passé chez les pros à 20 ans, 21 ans. Puis je le regrette pas. Honnêtement, on regarde aller en ce moment. Puis c'était la bonne chose à faire. Là, c'est un beau parcours. T'es pas nécessairement le bon exemple, mais souvent, il y a des jeunes de 20 ans qui me contactent et qui disent « Ah, j'aimerais ça faire le saut chez les professionnels. Je pense que j'ai plus le style chez les pros. » Mais moi, je le conseille pas. La réalité, là, c'est que c'est souvent une excuse. Ouais. C'est que si t'es vraiment bon, même si ton style est un peu plus aligné pour les professionnels, si t'es bon, tu vas réussir à gagner en boxe amateur. Le Cheikh Christian Billy, il a 0 style amateur. Il a été capable de représenter son pays aux Jeux olympiques là, à un moment donné. Si t'es vraiment bon, tu vas être capable de gagner. Fait que je trouve que c'est souvent un genre d'excuse que les gars utilisent pour parce qu'ils gagneraient pas, puis là, ça va faire un peu ternir leur étoile avant de faire le saut chez les professionnels. Fait qu'ils décident de faire le saut chez les pros. Mais tu vois... Dans ton cas, c'est pas un bon exemple. Là, ça va super bien, mais... À sa défense, quand il était chez les juniors, tout ça, il était vraiment impressionnant, puis il gagnait tout. Non, mais de toute façon, c'est vrai que la COVID... Il gagnait les nationaux, il est allé aux continentaux. Il a fait un beau parcours. C'est sûr qu'effectivement, comme... Ouais, mais tu sais, il y a une grosse différence entre les juniors et les seniors. Là. 100%. Ouais, ben oui. Moi, j'ai eu le temps de faire 2 combats seniors. Ouais, tu vois. Tu sais, parce que pour les gens à la maison qui connaissent pas trop le système, c'est que, tu sais, il y a des jeunes qui sont vraiment talentueux, puis ils progressent ou sont un petit peu plus forts physiquement, fait que, tu sais, ils peuvent vraiment s'imposer. Mais quand tu arrives à 18 ans, puis tu te bats contre des gars de 30 ans, pas la même game. Il faut que tu sois bon, là. Tu peux pas juste être fort, puis que ça soit suffisant. Mais regarde, il n'y a pas une seule règle qui s'applique. Il y a des gars qui sont... David Lemieux est tourné pro vraiment jeune, pratiquement aucune expérience, il est devenu champion du monde. Fait que ça veut pas dire que c'est pas une règle universelle, mais souvent, je trouve que des fois, rester un peu plus longtemps, puis pas rester jusqu'à 30 ans, là, mais mettons 20 ans, 22 ans, tu restes pro un peu plus longtemps pour... pas pro, mais tu restes en boxe amateur chez les seniors un peu plus longtemps pour vraiment venir peaufiner. Ça peut être bénéfique. Ouais. Je me souviens, Derek, la première fois que je l'ai vu, c'était à une pesée le matin. Dans une compétition de boxe, je pense que c'était peut-être championnat du Québec ou les championnats canadiens. Je pense que c'est les championnats canadiens, mais écoute, on en reparlera. Derek était avec son père, puis il était à côté de la balance, puis il buvait. Puis là, j'étais comme... 2013, moi j'en souviens. Qu'est-ce que c'est ça, Derek? Là, tu sais, comme... Il dit, ouais, c'est parce que mon gars, il s'est pas présenté dans ma catégorie, fait que là, je veux me battre. Fait que j'essaie d'aller dans la catégorie en haut. Là, je disais, puis êtes-vous loin, tu sais? Mais là, on a pris déjà un déjeuner, là, on boit, là, on va retourner déjeuner, puis on va reboire encore. Il s'était bourré, puis je pense qu'il n'avait même pas réussi à faire le poids. Non, j'avais pas réussi. Il me semble que j'avais pas réussi. Puis écoute, j'ai même une drôle d'anecdote. C'était à Québec, ça. Puis à Québec, il y a beaucoup de restaurants normandins.
Puis je me souviens, avec mon père, là, on essayait de trouver plein de stratégies pour pouvoir faire le poids. Puis là, il m'a dit, je pense que j'ai une bonne idée. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, tu vois la salière qui est là? Ça c'est pesant quand même. On va te mettre ça dans tes boxers, tu vas être plus lourd, puis continue à manger du melon d'eau, tu sais. Là, alright, c'est good, tu sais. On voulait vraiment tout faire pour pouvoir faire le poids, mais ça avait pas marché finalement, mais oui, c'est drôle. Tu vois, la salière, je pense que c'est moi qui avais dit ça à ton père. Ouais, mets des rouleaux de 25 cents, là, va te chercher des rouleaux de 25 cents, des trucs pour mettre dans tes, dans tes bobettes. Je m'en souviens. Tu boxais à quel point dans ce temps-là? Oh boy, je me souviens plus. Mais c'était genre poids minimum. Là. En 2013, là, j'étais pas pesant, moi. Là. Non, je me souviens pas. Mais bon, puis après ça, je l'ai vu évoluer sur la scène amateur. Puis il y a 2 gars chez les juniors qui, à chaque fois qu'on était dans les compétitions, ils ressortaient du lot. Puis tu sais, c'était fait de manière flamboyante. C'était pas juste comme ils gagnaient. Là. Ouais. C'était ils gagnaient, mais de manière flamboyante. C'était Derek et Avery. Avery Martin-Duval, Derek Pomerleau, les 2 ensemble, puis ils étaient tannants, là. Les gars, là, ils se promenaient partout, man, ils faisaient des mauvais coups, tout ça. Mais quand ils arrivaient dans le ring, par exemple, ils livraient la marchandise, puis c'était impressionnant de voir des jeunes. Puis, tu sais, Derek, son surnom, c'est Slick. Slick, puis je comprends, tu sais, son surnom, tu le voyais, dès son jeune âge, il roulait avec les coups, il esquivait, tu sais, il faisait des choses que peu de gens étaient capables de faire et qui étaient peu enseignées à cette époque-là, là, tu sais. Ouais. Je connais pas aussi bien Derek, mais je peux te dire qu'Avery, il est encore tannant. Puis toi, Derek, si je me trompe pas, ton père a quand même eu une importance dans ton développement en tant que boxeur. Il t'a donné un bon petit coup de main, il t'a entraîné même pendant un bout de temps. Ouais, son impact a été majeur pour moi. Dans le fond, sans mon père, je sais pas si j'aurais fini dans la boxe, probablement parce que je suis un gars qui aime ça me tirailler, mais c'est lui qui m'a initié à la boxe, c'est lui qui allait me porter à mes entraînements, c'est lui qui me motivait si j'avais une petite perte de motivation. Tu sais, quand t'as 7-8 ans, puis là, t'as fini l'école, des fois, t'as le goût d'aller avec tes chums, mais non, il fallait que j'aille au gym, puis non, il a joué un rôle majeur, puis encore aujourd'hui, il est très présent dans mon équipe. On a chacun notre rôle, je délègue beaucoup, c'est important, puis lui, il fait partie de mon équipe. En fait, c'est le fun à dire. Ma famille complète fait partie de mon équipe. Fait c'est que, ouais, je suis content. C'est pas mal toute la famille qui s'en va avec toi, Riyad? Pour ce combat-là, ça va être mon frère puis mon père seulement. Okay. Ma mère va organiser un gros watch party. La dernière fois, il avait fait ça à ma demi-finale, puis il était au-dessus de 150-200 personnes dans une salle à écouter le combat, puis c'était vraiment nice. Ouais, c'était vraiment cool. Fait que, c'est ce qui risque d'arriver encore. Là, on va organiser un watch party, puis les gars, vous êtes invités si jamais vous voulez venir. C'est où que ça va se passer, ça? C'était au gym? Là, on l'avait fait au gym à Mercier, mais pour l'instant, le lieu il n'est pas encore déterminé, mais ça s'en vient sous peu là, dans les prochains jours. Puis t'es un boxeur qui est quand même proche de ta communauté, right? Parce que j'ai vu ça, là, t'avais fait un genre d'entraînement public avant ton départ, tout ça. Il y a beaucoup de monde qui se sont pointés, là. Ouais, vraiment. C'était bourré. Là. Le gym était plein. Puis on l'a annoncé, je pense, une journée ou 2, la veille ou genre 2 journées avant. Puis on a eu ça doit être beaucoup motivant de ressentir le support de ta communauté. Ben oui. Je suis fier, je suis content. Là, c'est mon patelin, c'est du monde même qui descend de Montréal, qui descend de Saint-Jean. C'est du monde de partout qui viennent m'encourager. Puis moi, c'est flatteur au bout. Je suis content. Fait que on a organisé ça. J'étais allé au Tim Hortons, je leur ai acheté des beignes. Une de mes commandites avait fourni le traiteur. Fait que c'était vraiment... Honnêtement, c'était vraiment cool. Ouais. Nice. Maintenant, sans rentrer dans les détails, tu as eu une situation contractuelle un petit peu compliquée. Tu as été signé avec New Era pour commencer. Ensuite de ça, c'était comme une copromotion, je pense, avec le groupe Yvon Michel. Là, éventuellement, tu as voulu te départir de ça à la fin de ton contrat, ou ce que tu pensais être la fin de ton contrat. À ce jour, Derek Pomerleau, est-ce que c'est un agent libre? Est-ce que il est encore sous contrat, ou ça reste à voir présentement? C'est bon. Non, mais si tu veux pas en parler, on va le couper au montage. Agent libre. On proclame être agent libre. Puis c'est tout. On proclame. Ça doit aller en cours? C'est quoi? Ouais, présentement, c'est en cours. On n'en parlera pas davantage. C'est pas grave. On va pas te mettre dans le trouble, c'est pas l'objectif. C'est juste parce que on voit un jeune talentueux qui performe sur la scène internationale
au moment où on se parle, tu sais. Il y en a un qui veut pas me laisser partir. C'est ça que Ouais, je veux mais dire. Ouais. mais d'un autre côté, je le comprends. Moi, si j'avais investi en toi, puis si j'avais cru en toi depuis le début, puis si je te vois progresser comme ça, puis être rayonné sur la scène internationale, je ferais la même chose. C'est sûr. Puis je pense que tu ferais la même chose toi aussi. C'est sûr. All right. Hey Derek, on va détendre un petit peu l'atmosphère. On va faire un jeu ensemble. Vas-y donc. OK? Check bien ça. Je vais te nommer des boxeurs Il m'a canadiens. expliqué son jeu, puis c'est vraiment compliqué. Fait que porte attention. Je vais te nommer des boxeurs canadiens qui ont été champions du monde. OK. OK? Et puis, je t'en nomme 10. Toi, tu dois les placer de 1 à 10. Mais tu dois à chaque fois qu'il nous donne un numéro, Moi, un nom, tu dois le classer, mais tu sais pas qui Je sais pas s'en ce qui est le vient. prochain. Ouais. Wow, OK, c'est OK. nice. OK. S'il te dit Antonin Descaries, c'est 1. OK, puis un étant le meilleur. C'est ton top 10, OK? OK, parfait. Des champions mondiaux canadiens. OK, parfait. OK? Kim Clavel, de 1 à 10, tu la places où? Un. All right. Là, tu sais qu'il n'y a plus personne que tu peux mettre là. OK. Ensuite de ça, Arturo Gatti. 2. OK. Il va le 1, 2, 3. Éric Lucas. Je vais dire 7. 7. All right. T'as-tu déjà pensé à vraiment 3, 4, 5, 6 ou c'est mieux? Je me donne un gap. David Lemieux. 8. OK. Joachim Alcine. J'étudie 6. 6. OK. Adonis Stevenson. 5. OK. Lucien Boutet. Parce que là, il me reste 3, 4. Il te reste 3, 4, 9 et 10. C'est qui que j'oublie? Je vais le mettre 9. 9, OK. 9. Dave Hilton. Aïe, aïe. Il te reste 3, 4, 10. 3, 4, 10. Dave Hilton. Dave Hilton était solide quand même. Je vais le mettre 5, 4. 4. OK. Otis Grant. Damn. 3. 3. Jean-Pascal. 10. Il reste 10. All right. Mais tu te rends compte, on a quand même eu des bons champions. puis il y en a plein mondiaux. d'autres, là. Il y en a Ouais, plein c'est d'autres. ça, là. ouais, c'est ça. ok. Fait que là, c'est une activité. C'est comme, OK, qui a été meilleur? Ouais, ben c'est ça. ok, C'est pas bon, évident. c'est un bon là. jeu. Ouais, il m'a fait jouer hier, puis j'étais comme, mais non, tu me dis ça, mais là, il est trop tard. Ouais, là, je suis c'est pas- ça. Derek, si je comprends bien, dans ton top 10, Ouais. première, Kim. Deuxième, Gatti. Troisième, Otis Grant. Quatrième, Dave Hilton. Cinquième, Adonis Stevenson. Sixième, Joachim Alcine. Septième, Éric Lucas. Huitième, David Lemieux. Neuvième, Lucien Boutet. Dixième, Jean-Pascal. C'est un drôle de classement. C'est un drôle de classement. All right. OK, maintenant, je vais continuer dans les questions un petit peu plus loufoques. Tu as sparé beaucoup de monde. Tu as fait des combats. C'est qui ta bête noire? La personne là, avec qui, quand tu mets les gants, t'es comme « Ah, man, pas cette personne-là. Là. » Tu sais, où tu rentres dans le gym puis tu sais que c'est une journée de sparring puis là, tu vois ce gars-là ou cette personne-là puis t'es comme « Ah, non. Hein. » Y en a-tu? Il y a jamais Non. personne qui a été un casse-tête ou qui avait ton numéro? Non? Non. Il y a Alors, personne qui te donne de trouble jamais. Non. Il faudrait augmenter ton sparring. Sincèrement, ouais. OK. Définitivement. OK. Maintenant, la personne qui cogne le plus fort avec qui tu as mis les gants. Autant amateur que professionnel, sparring ou combat. Je dirais, écoute, j'ai mis les gants avec beaucoup de monde, là. Je dirais Austin Williams, probablement. Probablement. Qui cognait dur, qui m'a surpris, je m'attendais pas à ça. Je dirais Austin Williams. OK. Désolé si j'oublie quelqu'un qui cognait très dur, parce qu'il y en a qui cognent dur. Mais, puis on a fait venir aussi un gars du comment t'appelles ça? Tému? T'es-tu? Je me souviens plus. En Australie, dans ce coin-là, Delio qui s'appelait, puis c'était un gaucher. Il était pas super bon, mais il cognait dur. Il cognait vraiment des lourdes patates. Là. Mais je dirais Austin Williams, là, c'est que je pense pas qu'il cognait énormément dur, mais c'est qu'il m'a surpris parce que je pensais pas que c'était ça
son avantage. Il cogne dur, il cogne lourd. Il criait dessus pendant. Oh my God. Pour ceux qui ne connaissent pas Austin Williams, là, c'est un gars qui a bien performé sur la scène internationale. Il est venu mettre les gants au Québec assez souvent. Puis il y a il y a la tourette peut-être, ou je sais pas. Il y a un problème. Là, quand il spare, il crie, mais c'est moi la première fois que je l'avais vu mettre les gants avec Steven Butler, là, je capotais, là, je comprenais pas. Je disais, mais non, ce gars-là peut pas. Il peut pas boxer. Il peut pas boxer. Non, c'était comique, mais on a eu du fun. On a eu du fun parce qu'on se parle pendant le sparring. Il est bon. Puis il amenait-tu son chien avec lui? Non, il était pas là, mais j'ai entendu que. Ouais. D'habitude, son chien est tout le temps là. Exact. Il a le droit d'avoir un chien, pas un chien guide, mais un chien de service. Un chien de service, c'est ça. Mais je pense qu'il y a comme des troubles d'anxiété ou de quoi de même. Exact. En tout cas, il y a quelque chose. Mais il arrive quand même à boxer puis à faire partie de l'élite mondiale. Ouais. Donc, c'est quand même assez... Quand Ariad, il avait perdu contre qui? Contre Shiraz. Ouais. Hamza Shiraz. Au genre 9e round, je pense. Ouais. Ça avait été une guerre. Là. Shiraz, il est gros, il cogne. Puis il n'avait pas battu Patrice Volny aussi? Il a battu Patrice Volny puis Steve Rolls. Ouais. Steve Rolls aussi? Ouais. Okay. Ah ouais, je savais pas. À Miami. OK. Donc, sinon, on revient à toi, Derek. Yes. Le gars avec le plus d'habileté avec qui t'as mis les gants. Quelqu'un qui bouge bien, qui est slick. Un nom qui te vient en tête. Dylan. Moi, je dirais le gars avec Colorado. Otto Jones. Otto Jones. Il était crafty. Tu t'en souviens? Ouais. Il était crafty. Otto Jones the Third, qui à ce jour, il boxe plus, puis c'est tellement dommage. Mais, ouais. Skillful, il était crafty. Otto Jones the Third, il était crafty. La fois que j'ai boxé avec, moi, j'avais 60 combats, il y en avait 400. Là. C'était quand même intense, là, mais ouais. Otto Jones, lui, il avait beaucoup de skills. Il vient d'une vraie famille de boxe aussi. Là, sa sœur est championne mondiale en ce moment, est allée aux Olympiques. Je pense qu'il a été matché très solidement tôt dans sa carrière en se disant, je suis bon. Mais ça, c'est important de le mentionner. Là. Parce que les chiffres que Derek parlait, là, qu'il y avait 60 combats puis 400, c'était en boxe amateur. Oui, exact. Les gens comprennent, il n'a pas fait ça chez les pros. En boxe amateur, on boxe à tous les week-ends. C'est possible de cumuler énormément de combats. Mais ça reste que ça fait partie de son background. Si je ne me trompe pas, je pense qu'il a fait un retour dernièrement. OK. Mais écoute, ça va être à suivre. Parlons un petit peu de l'actualité. La semaine passée, à Montréal, il y avait un événement de boxe. Il y a plusieurs boxeurs québécois, canadiens qui ont pris part à cet événement. Il y avait d'ailleurs un combat de old-timers, des gars qui nous ont fait vivre des belles années de boxe puis qui se sont affrontés entre Francis Léveillé et Lafrenière Léveillé. Wow, c'est encore plus vieux, ça. Mais il coach maintenant. Francis Lafrenière. Il y avait un de ces gars qui boxait sur la carte. Francis Ntetsu. Wow. Le gagnant avait l'opportunité va avoir l'opportunité de mettre les gants avec Jean-Pascal. Je dis mettre les gants parce que... C'est plus un sparring rendu là. Ouais. C'est ça. Écoute, les gars, ils nous ont fait vivre des belles années, des bons moments. Il faut les remercier, mais rendu à cet âge-là, remonter dans le ring, je salue leur courage, mais est-ce que c'est la bonne décision? C'est pas à moi de leur dire quoi faire. Ceci étant dit, j'espère qu'ils boxeront pas trop longtemps. Ouais, mais là, ils ont fait ce retour-là. Dans le cas de Francis Lafrenière, c'était un retour. Il n'avait pas boxé depuis 6 ans. Il y a déjà, tu sais, ceux qui, souvent, on parle de ce combat-là, c'est vraiment un très grand combat qu'il avait fait, lui, contre Renan Saint-Just. Incroyable. Ça avait été guerre mondiale. C'était vraiment un très, très bon combat, mais là, tu sais, les années passent, ça fait presque 10 ans de ce combat-là. Il est à la retraite depuis 6 ans. Il y a un style de boxe cueuse aussi. C'est un gars qui est une grosse... Les mains hautes, il rentre dedans, il va recevoir des coups, il va recevoir un coup pour t'en donner 5, mais ça peut user. Là, puis Francis, c'est un gars qui a déjà battu Adonis Stevenson en boxe amateur. Là, fait que c'était vraiment un très, très bon boxeur il y a quelques années. Malheureusement, la vie étant ce qu'elle est, là, c'est plus un jeune comme Derek. Là, je pense que
il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé qu'est-ce que je pensais de ce combat-là, puis qu'est-ce que je pensais d'un affrontement contre Jean. Pour être le plus politically correct, parce que je voulais pas non plus. Je pense qu'ils vont faire une belle performance, puis je salue leur courage. Mais ce qu'on m'a demandé, quand on m'a demandé ça, ce que j'ai dit, c'est que je pense pas que Jean devrait boxer encore. Je pense que il a accompli quelque chose d'incroyable dans sa carrière. Pour moi, c'est le plus grand boxeur de l'histoire du Canada. Il a accompli quelque chose d'incroyable, mais il devrait plus boxer. C'est plus l'ombre de ce qu'il a déjà été. Il devrait plus boxer. Puis là, ces deux gars-là se battent un contre l'autre pour avoir la chance de l'affronter. Puis même si Jean, je trouve qu'il est plus ce qu'il a été, je pense que ces deux gars-là ont même pas leur place avec Jean encore. Ces Jean est vraiment juste un autre niveau. Là. C'est vraiment trop fort pour ce niveau-là. Fait que c'est rendu là. Est-ce qu'il devrait se battre? Oui, parce que Jean, c'est différent. Là. C'est juste qu'il a tellement été une superstar que de continuer, c'est pas nécessaire, mais en même temps. Est-ce que ça sera le chant du signe pour Jean? Est-ce que c'est son combat d'adieu? Ben, c'est ce qu'il a dit, en tout cas. C'est ce qui semble dire à suivre, mais c'est juste que c'est de la boxe. Là. Des fois, le monde, là, on game de hockey. Là. Exact. On fait des espèces de parallèles avec le monde du hockey. Puis ils disent, OK, ouais, mais ils rendent sur un 4e trio, puis c'est pas ça. Là. À la boxe, là, t'es all-in à toutes les fois que t'embarques dans un ring. C'est ta vie, c'est ta santé, c'est ta carrière que tu joues. Faut prendre ça en considération. Écoute, moi, c'est 2 individus que j'aime, c'est-à-dire Francis et Francis. Je les adore. Je suis fier d'eux, je suis fier de ce qu'ils ont fait. La préparation avant de monter dans un ring, c'est jamais évident. Ils l'ont fait. Félicitations, les gars. Et puis, c'est pas contre eux. Là. Comme tu dis, là, le show était bon. Les individus c'est 2 super bonnes personnes. C'est juste que des fois, ça serait plate qu'il arrive quelque chose de grave puis qu'ils regrettent ça pour le restant de leur jour. Là. Sinon, en demi-finale de l'événement, il y avait un gars que, en fait, tu connais probablement les deux, mais il y en a un avec qui je sais que tu as déjà mis les gants. C'était Steve Rose contre Jean-Michel Poulain. Est-ce que tu as déjà mis les gants avec Jean-Michel Poulain? Ouais. Gaucher, bonne main arrière. Crafty, lui aussi. Quelqu'un qui bouge un petit peu dans tous les sens. Pas un super ratio de KO, mais pourtant, il y a une bonne force de frappe, il me semble. Là. Écoute, chez les amateurs, il était arrivé à surprendre coup sur coup le champion national celui qui était numéro 1 et le numéro 2 avant de perdre éventuellement au box-off contre Clovis Drolet, mais il avait envoyé au tapis Vincent Thibault et puis Brody Blair. Donc, c'est quand même... c'est un bon cogneur. C'est un bon cogneur. Il est arrivé à les surprendre. C'est pour ça que je dis crafty aussi. Là, tu t'attends pas trop à la gauche, puis boum, elle sort à un moment donné. Ouais. Donc, Steve Rose, nouveau champion canadien des 154 livres. Ça va bien depuis qu'il a changé de coach. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai déjà coaché Steve Rose. J'ai fait 2 combats en tant que son... t'as fait sa performance contre Berlinga, c'était malade. Non? Exact. J'ai fait 2 combats en tant qu'entraîneur-chef. Puis après ça, comme il habitait à Toronto, et j'allais lui donner un petit coup de main. T'étais-tu dans le coin contre Stephen Butler? Oui, c'était Stevie Bailey qui était l'entraîneur. C'est moins glorieux. Ouais, c'est moins glorieux. Là. Écoute, c'est de la boxe, tout peut t'arriver. À chaque fois que tu montes dans le ring, il y a le risque que ça l'arrive. Puis c'est Steven, s'il y a une chose qu'on peut pas lui enlever, c'est qu'il cogne. Puis n'importe qui là, face à Steven. Ça a failli faire ça sur le dernier combat, là, au deuxième. Même premier, je pense. Premier au deuxième, il l'a envoyé rapidement sur les fesses. C'est vrai que ça peut arriver n'importe quand avec Steven, t'as raison. Donc... Plusieurs combats aussi à saveur locale. C'est toujours le fun de voir ça, des combats quand même assez équilibrés. Il y a c'est Guillaume Gosselin, c'est ça, Gosselin? Oui, exact. C'est ça, tu parlais de Francis Léveillé. Oui, c'est ça. Guillaume Gosselin qui commence à me surprendre. Là. Ça fait ses 2 dernières victoires, c'était des beaux KO. Ouais. Est-ce que c'est un petit peu le nouveau Éric Lucas? Certains semblaient dire ça, là, dans le sens il est un petit peu dans l'ombre, il met les gants avec tout le monde, puis il sort des performances. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est dur à dire. De un... Éric Lucas, il a quand même fait des grandes choses. Très, très grande chose, mais c'est une autre époque aussi. Hein, je pense que à ce moment-là, le monde de la boxe gravitait autour de Stéphane Ouellette. Stéphane Ouellette a pris un petit penchant, sa carrière a un peu dérapé avec son style de vie. Là. Puis
toute l'attention était sur Éric Lucas. Là. Fait que, ils ont vraiment pris leur temps, ils ont donné toutes les opportunités. Je sais pas si ça serait aussi facile de reproduire à notre époque. Là. La boxe va tellement vite, c'est pas long. Là. La fenêtre d'opportunité est beaucoup plus petite. Faut sauter dessus. Il y a énormément de profondeur, énormément de talent. Ouais. Il y a des boxeurs un peu partout sur la terre. Il y a l'autre fois, on parlait, Russ, il trouvait que les champions étaient plus forts à une certaine époque. Il y avait peut-être plus de profondeur, mais il y a tellement d'athlètes en ce moment que c'est difficile de percer. Là. Ouais. On aime sa moustache. Ouais, hein? Ouais, il y a un beau petit style. On aime son style. Mais je pense que c'est un bon kit. Je pense qu'il peut être vendeur. Ouais, sinon, combat de la soirée, Hubert Poulain qui est allé chercher une victoire intense. Il était tout coupé à la fin. Il avait saigné. Écoute, ça a été le combat de la soirée. Bref, félicitations à tous ceux qui ont pris part, encore une fois, à cet événement. C'est toujours bon d'avoir de la... J'imagine que Derek n'a pas dû regarder l'événement étant donné qu'il est en cours de ce que je comprends. Non, honnêtement, j'en manque pas un. Peu importe c'est qui, peu importe c'est où, Eye of the Tiger, ils vont, n'importe qui. L'autre, je sais pas c'est quoi la compagnie, là, mais j'écoute tout. Sinon, on parle de ça, c'était la fin de semaine passée. La semaine passée, c'était les championnats nationaux seniors qui avaient lieu à Winnipeg, au Manitoba. Vous avez participé à plusieurs reprises aux championnats nationaux. C'était comment pour vous cette expérience-là, les boys? Moi, ça a été ces victoires-là que j'ai eues, les 2 fois que je me suis présenté, j'ai gagné. C'était le fun. Puis moi, il y a eu un petit sentiment de vengeance sur la 2e fois parce que il y a une fois que j'ai fait un gala qui était random. Je me suis fait inviter par... c'était quoi son nom? Je me souviens pas. C'était un gala, un très beau gala qui se passait à Winnipeg. La Kalkoff? Non? Non, ça c'est Saskatchewan. Ah ouais. Non. C'est... puis le gars nous avait invités. Il a dit, on va payer ton billet. Viens faire ton combat. J'avais 15 ans, 13, 14 ans peut-être. J'étais là avec mon père. J'ai fait un combat serré. Puis j'avais perdu. Puis je me souviens, c'était... quand tu gagnais, ils te donnaient une ceinture. C'était amateur, là. Mais je l'ai eu sur le cœur. Je l'ai eu sur le cœur longtemps. Puis en finale des Canadiens, je reprenais exact. C'est Nathan Bell. Nathan Bell de Winnipeg, je le reprenais. Puis moi, j'ai gagné mes combats de mon côté. Lui, gagnait son combat. Puis on s'est croisés plusieurs fois dans l'hôtel. Puis tu sais, on se bouliait un petit peu, là, tu sais, moi je l'aimais pas. Puis c'est dans mes premiers knockdowns que j'ai eu clean en amateur. J'étais jeune, là, puis je l'ai envoyé 2 ou 3 fois dans le même round sur le cul, puis j'étais content. J'ai gagné. C'est-tu là où t'as sauté par-dessus lui, puis tu le regardais? Ouais, exactement ce combat-là. Puis t'entends Vincent dire « Dans le coin! » Ouais, c'est ce combat-là. Moi, j'étais bien content. Non, mais tu sais, c'est quand même... C'est le fun d'être champion de ton pays. Il y a de quoi être fier, puis c'est gratifiant. Là. Ouais. Toi, Anton, c'était comment? C'est des belles années. Là. J'ai gagné 5 fois en ligne, puis avant de faire le saut chez les professionnels, puis il y avait beaucoup on the line là, à notre époque. Là. À notre époque, ça fait quand même longtemps. Là. Mon premier Canadien que j'ai gagné, c'était en 2000. Ça avait 25 ans. Là. Puis, Derek était pas né encore. Là. 2000. Puis à cette époque-là, on était les revenus, là, c'était une manière de générer de l'argent. Fait que en ce moment, je sais que c'est plus compliqué avec l'équipe nationale, mais les voyages, puis tout ça, nous, on voyageait vraiment beaucoup avec l'équipe nationale. On était toujours partis. C'était vraiment quelque chose de... atteindre l'équipe nationale, c'était big, là, c'était gigantesque, puis ça faisait partie du processus. Si tu voulais avoir une carrière chez les pros, il fallait vraiment passer par là. Mais moi, ce que je retiens aussi beaucoup là, des championnats nationaux, c'est l'espèce de fraternité. Vous voyagez en équipe. Là. Tu pars là, avec le monde, mettons, le Team Québec. Là. Tu t'en vas là-bas, tu es à l'hôtel. Tu le sais, t'en as fait des tours avec Avery, vous avez dit des niaiseries, vous avez fait des niaiseries, tu sais, comme l'espèce de complicité là, que tu vas développer avec tes coéquipiers, les souvenirs que tu vas avoir après ça. Tu sais, je suis sûr que vous vous souvenez encore là, d'un paquet d'affaires que vous avez vécu ou que vous avez faites là, pendant. Tu sais, juste, des fois,
toi, ta compétition est finie, puis là, il reste un combat à un de tes chums, puis là, c'est la coupe de poids. Soit tu vas avec lui, ou soit tu ris de lui, puis tu manges dans sa face. C'est comme il y avait des choses comme ça là, qui sont toujours le fun. Ça marque. Ouais, ouais, ça marque. T'as raison. Puis Jean-Pascal, puis moi, on était sur l'équipe tout le temps ensemble, toute notre carrière. Fait que on a fait. La pluie et le beau temps. On a fait des niaiseries vraiment. C'est ça. Écoute, il faut que jeunesse se fasse et se vive. Mais écoute, les championnats canadiens cette année, c'était 9 catégories de poids pour les hommes, 8 pour les femmes. Les deux grosses puissances, comme depuis des années, c'est l'Ontario et le Québec. Ça a toujours été ça. Et, exactement. Et puis, les deux sont sortis premier et deuxième. Ontario, 23 médailles au total. Le Québec, 24. On a eu de belles victoires. On a eu quelques déceptions. Des fois, c'est tout le temps comme ça dans les T'as-tu encore beaucoup d'amis qui font de Quelques-uns, mais tu dis c'était une autre époque, mais moi avec, on dirait que c'est comme une autre époque. Là, on dirait que tu manques 3-4 ans de boxe amateur, puis on dirait que c'est tout le du monde passé. Là, fait que oui, j'en ai. J'ai un de mes amis justement qui a perdu en finale. Mais non, plus autant. J'ai plus autant de chums. Mes chums sont tous rendus pros ou amateurs, mais passer à autre chose, faut moi. Mais tu vois, parlant de boxe pro, il y a 2 boxeuses qui ont fait le saut chez les professionnels et qui sont revenus compétitionner aux championnats nationaux. Une fille de la Colombie-Britannique qui boxe à 48 kilos. Malheureusement, je vais pas vous dire son nom de famille parce que je suis pas capable de le prononcer, mais c'est Nyosha. Et puis sinon, il y a aussi Tamara Thibault, double olympienne, championne du monde en boxe amateur, qui est maintenant aspirante mondiale en boxe professionnelle. Ça, c'est quelque chose qui va se faire de plus en plus dans les prochaines années. Ils veulent vraiment pousser ça. Là, je sais que Cuba a de l'intérêt pour faire ça, puis ça risque de... Cuba se déplace beaucoup plus vers la boxe professionnelle maintenant. Mais ils veulent garder les gars aussi sur l'équipe olympique pour faire le cycle. Fait que ça suit. J'ai hâte de voir ce que ça va faire. Est-ce qu'on va embarquer là-dedans les promoteurs? Est-ce qu'on va signer des gars qui peuvent pendant 3 mois, ils peuvent plus boxer, puis ils peuvent, on voit ce qui arrive avec la Ligue nationale, puis les Jeux olympiques, là, c'est compliqué quand ils doivent partir 2 semaines. Imagine si nous, ils doivent partir 3 mois, là, c'est différent. Ouais. Exact. Je sais pas, je suis mitigé parce que c'est sûr qu'il y a tellement de talent, là, des fois, là, qui pourraient sortir de Cuba, justement, où il y a d'autres pays comme ça qui ont des super athlètes amateurs, puis qui pourraient shiner sur la scène professionnelle, c'est sûr. C'est à voir, là. Je sais pas, il va falloir que je garde un œil attentif sur ça dans les prochaines années. Mais le système de pointage aussi de la boxe amateur maintenant permet se rapproche un petit peu plus de la boxe professionnelle. Ouais, mais donc, la transition... Le pointage, ouais, mais je suis pas d'accord parce que oui, le pointage, tu as raison, c'est jugé un peu de la même manière. Mais tu te prépares pour 3 rounds ou tu te prépares pour 12 rounds. Ouais, c'est comme si tu demandes à Usain Bolt de faire un marathon. Là. Ouais. C'est pas la même chose. Ça va être dur en tabarnouche qu'il performe il va sûrement être meilleur que monsieur, madame, tout le monde, mais il sera pas dans son élément non plus. Là. Non. T'as raison. Maintenant, boxe professionnelle à venir, la fin de semaine qui s'en vient. Il y a 3 choses qui me viennent en tête. Première, Jai Opetaia. Jai Opetaia, un gars qui boxe à 200 livres, gaucher, c'est ça le problème, là. qui cogne. Quand tu parles de cruiserweight, là, tu peux pas mettre de grosses... les attentes sont plus basses en partant. Là. Il va défendre son titre IBF contre Sin Cara, un gars de 23-0. Le gars, il habite en Belgique maintenant, mais il est d'origine turque, puis il a 40 ans. Déjà là, à 40 ans... Un gars de 23-0, 40 ans, puis qu'on n'a jamais vraiment entendu parler. C'est ça. Ça en a du long. Exact. Ouais. Mais d'un autre côté, Opetaia, il a battu pas mal tout ce qui pouvait se faire de mieux chez les cruiserweight. Là, il essaie de trouver des gars, un gars invaincu. Je suis d'accord avec toi, il est vraiment bon. On l'a vu ensemble. Il avait boxé à Riyad quand on était là-bas. On parlait un peu avec lui. Il nous disait qu'il voulait faire le saut chez les poids lourds éventuellement. Il est talentueux, il est bon. Ça y enlève rien. C'est juste qu'il manque de profondeur. Ouais, il n'y a pas vraiment d'opposition. Là. Check Usyk, il a dominé la catégorie, il est monté. C'est ça depuis toujours. Evander Holyfield. Ouais. Tous les grands boxeurs cruiserweight, là, mi-lourd,
font tout. C'est bizarre, c'est plate, parce que dans le fond, pourquoi? 200 livres, 175, il y a plein de talents, il y a beaucoup d'argent, 200 moins, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Mais le saut est quand même rare à faire de 175 à 200. Déjà, là, le gap, là, si on faisait, mettons, 175, 190, puis 200 et 210, c'est plus, mettons. Mais justement, le gap est grand, t'as raison. Sauf que là, on va juste l'enlever pour passer de 175 à 250. Il semble qu'il devrait avoir plus d'attention puis plus de profondeur justement dans cette catégorie de poids-là. Là. Il y a plein de talents à 175 puis il y a plein de talents à 250. Qu'est-ce qui se passe à 200? Ouais, c'est ça. C'est un entre-deux au niveau de la grandeur. J'imagine. Bref, ça va être... en tout cas, Jai Opetaia, un gars qui cogne dur. Je vais regarder ça. Il mesure combien? Je pense qu'il est 6 pieds 3. Je suis pas certain, là, mais je pense qu'il est quand même un grand bonhomme. Si jamais nous étions commandités un jour par mise au jeu, je mettrais certainement 2 bidous sur Opetaia par knockout. Ouais, mais ça va être du 1 pour 8. Ça sera pas très bien. Je vais faire 2 scènes là-dessus. Sinon, un autre combat qui m'intéresse, puis là, moi, je suis un grand fan de boxe féminine, j'ai pas le choix. On en parlait un petit peu plus tôt, en fait, lors des derniers podcasts aussi. J'entraîne les filles. Et chez les 135 livres, il y a Béatrice Ferreira qui va se battre contre une Turque qui cogne avec autorité. Elle s'appelle Elif Nur-Turan. Nur-Turan, à son dernier combat, elle a mis knockout une Française, mais tu sais, ça a été un vrai knockout, là, comme on en voit rarement. Chez les filles, déjà, c'est un petit peu plus rare. Elle a un style très agressif. Elle cogne. De l'autre côté, la Brésilienne, c'est une médaille d'or aux Olympiques, médaille d'or aux championnats du monde. C'est une fille qui cogne aussi et puis est capable de prendre la claque. Ça va être un combat explosif. Tu sais, souvent, il y a du monde qui dit « Ah, moi, la boxe de filles, j'aime pas ça. C'est juste du pap, 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 puis ça lance pas pour de vrai. » Ben là, on va avoir un vrai combat de filles explosif. Ce qui nous intéresse vraiment, là, c'est une fois que Léla Baudouin va avoir gagné son combat, est-ce qu'elle va affronter ces filles-là? Ben là, ils sont à 135. C'est ça, est-ce qu'elle va monter ou pas? Écoute, une fois que Léla va avoir remporté son combat contre Baumgartner à 130 livres, il va rester une ceinture qui va être là. Une autre de mes athlètes, Caroline Vert, va aller chercher la ceinture qui est vacante. Tu vas faire un combat. Écoute, on va regarder qu'est-ce qu'il y en est. S'il y a possibilité de trouver une autre avenue, on va regarder pour l'autre avenue. Ça, je t'en offrais une à 135. À 135, on peut regarder, mais on pourrait peut-être faire quelques défenses qui sont lucratives pour Léla. Effectivement. Puis, y a-tu vraiment des pourparlers possibles, mettons, avec Caroline Vert ou quelque chose? Y a-tu quelque chose va-tu se battre pour le titre qui reste? Caroline Vert va se battre contre Delphine Persoon. Oui, c'est oui, c'est confirmé. Si je ne me trompe pas, c'est le 23 janvier à Détroit. Donc, ça va être une carte présentée par Dimitri Salita, Mark Taffet, qui est là avec Katia Banel aussi. Là, est-ce que c'est Clarissa Shield en finale ou... non, ça va être Caroline contre Persoon. Ça va être présenté sur DAZN. Nice. C'est cool. Ça fait 1 an que Salita a signé Caroline Vert, puis il l'amène en championnat du monde. Et DAZN est intéressé à faire le main event avec Delphine Persoon puis Caroline. Alors, je suis très content pour Caroline. Elle travaille vraiment fort. Comment ça va son camp? Parce que là, on parle beaucoup on est à 8 semaines. On est à 8 semaines de l'événement. Caroline est déjà dans le gym depuis un bon bout de temps. Je lui ai donné même une semaine off parce que je trouvais qu'elle était trop dans le gym, mais elle aime pas ça être pas dans le gym non plus. Tu la connais un peu? Tu l'as vu, Ben, elle est venue boxer un bout de temps au gym aussi. Puis, c'est un petit monde la boxe, là. Fait que, Mais elle a une belle éthique de travail, elle est fun. Très, très timide, mais quand on apprend à la connaître, c'est un être en or. Donc, écoute, on verra. Quand j'ai demandé à Caroline, justement, qu'est-ce qu'elle pensait de ce combat-là, parce qu'elle suit beaucoup la boxe féminine, puis elle pense que Béatrice va être capable de remporter le combat, parce qu'elle dit qu'elle va prendre la claque de Elif, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. À suivre. Sinon, grosse carte chez PBC. Il va avoir
le combat, moi, qui m'intéresse. Non, mais là, ça arrivera peut-être pas, ce combat-là, finalement. Ah ouais, hein? Ben, ça vient de sortir dans ça. On regardait ça a sorti ça sur le téléphone à Derek. Ah non. Ouais. Il s'est fait apprendre par la VADA. Ben, tu peux annoncer le combat, hein, sinon les gens comprennent Non, pas. mais allez-y, c'est qui s'est fait prendre? Ben, il y a un gros combat en fin de semaine entre Janny Beck et Lara. Mais Janny Beck, il semble s'être fait prendre par Janny la Beck. VADA. Ouais. OK. Moi, c'est un combat qui m'intéressait vraiment. Ouais, moi aussi. Lara, 42 ans, boxeur cubain qui... il était sur mon année olympique en 2004. C'est lui qui a gagné la médaille d'or. Fait que, tu sais, ça fait, il est là depuis un méchant bout, Lara, là. Ouais. C'est lui qui avait sorti André Berthaud, que tu me disais? Non, Vanessa Matezarian avait battu. OK. C'est juste qu'on parlait de ça, puis Vanessa Matezarian était là, mais il avait sorti André Berthaud. Puis dans le fond, Berthaud, il avait représenté Haïti aux Jeux olympiques, pas les États-Unis, parce que Matezarian l'avait sorti. Mais pour en revenir à Janny Beck contre Lara, je voulais voir ce combat-là malgré l'âge. Lara, il est solide. C'est un gars qui est brillant. Ouais. La boxe cubaine, il a su s'adapter aussi avec l'âge. Il a moins gros volume, moins de déplacements, une boxe plus basée sur les habiletés. Moi, je pense que ça serait fait faire mal, honnêtement. Janny Beck, il est grand, il est gros. Là, son combat contre Butler, là, il m'a surtout s'il teste positif avec Vader. Ouais, là, des superpowers. En plus. Non, mais là, il faut... Là-dessus, moi, je suis probablement le plus grand défenseur là, d'un sport propre. Mais il faut toujours donner la chance aux coureurs quand ils viennent se faire prendre quelque chose. Des fois, ça se peut que tu aies pris, mettons, un Advil Rumicinus. Mais on voit ça. C'est juste ça qu'on voit tout le temps. Là. Il y a toujours quelque chose. Tu as pris un shake contaminé. Si tu regardes, moi, mes shakes sont jamais contaminés. Là. Ouais, mais si tu regardes, mettons, Dylan White, là, qui s'est fait prendre 3 fois. À un moment donné, là, tu sais. Ouais, tu peux pas le croire là, dans ses excuses. Puis il boxe encore. Je trouve qu'on n'a pas. On n'est pas conséquent dans nos actions. On dit non, on veut un sport clean. La première fois, OK, peut-être une contamination croisée, Deuxième fois, là, hey, oublie ça, man. Ciao, bye. Ça devrait pas. Pour moi, c'est criminel, un boxeur qui se dope. Ouais, c'est sûr que c'est pas comme dans les autres sports. Là. C'est un sport de combat. C'est pas juste, c'est dangereux. Exact, c'est vraiment dangereux. L'objectif premier à la boxe, c'est d'altérer à la santé physique de ton adversaire. Si tu prends des drogues, si tu t'injectes quelque chose, c'est comme si on est dans un combat à point nu puis j'arrive avec un bâton de baseball. C'est plus équitable, c'est plus la même chose. Si je te frappe avec mon bâton de baseball, tu vas avoir bien plus mal. Puis si tu me frappes avec ton poing, ça sera pas la même chose. Là. Non. Fait que, en tout cas, pour moi, j'ai de la difficulté. Ce qui est cool, justement, à Rianne, nous autres, on se fait tester énormément. Là. Test d'urine, test de sang. Il s'assure. Il y a une fois là-bas, sur mes 4 combats, que j'ai pas été testé. Le reste des autres fois, c'est test d'urine, test de sang. Puis ils prennent ça au sérieux. Là. Ça, c'est cool. Mais ça, moi, j'aime beaucoup c'est la commission athlétique d'Angleterre là-bas, non? Oui, exact. BBC, exactement. Ouais. Mais par exemple, c'est parce que c'est avec la WBC, eux autres sont. C'est eux qui imposent le test. En Arabie Saoudite, là, tu veux pas prendre avec les peines de prison, tout ça. Exactement. Non. Tu veux pas te faire prendre avec quelque chose. Là. Tu veux pas arriver avec de la drogue ou quoi que ce soit. Non. Ça serait. Ils nous en ont parlé la première fois qu'on est allé. Mais c'était un peu exagéré. Là. Moi, je capotais. Là. J'ai demandé à un médecin des prescriptions pour des Tylenol, des prescriptions pour de l'adrénaline, des prescriptions pour... Parce que c'est toutes des choses que, en tant que cutman, j'apporte avec moi. Là, puis là, j'étais comme... Je veux des prescriptions pour ci, pour ça. Même, on avait pris quand on voyage de nuit ou tout ça, puis quand t'arrives où tu veux t'adapter, on prend du Zopiclone pour dormir. Mais là, j'étais comme, hey man, je veux des prescriptions pour toutes. Là, c'est ça. M'en manque pas une. C'était stressant. Mais je pense qu'on avait une vision un peu erronée. Là. C'était pas si pire que ça. Moi, j'ai été vraiment impressionné. C'est pas la réalité qui est dépeinte dans les médias quand on arrive là-bas, mais on est dans une bulle aussi. On arrive là, on est arrivé dans le monde, c'est toute la télévision, le monde du sport. Ils veulent faire shiner leur pays. Est-ce que c'est une réalité qui est comme ça pour les gens là-bas?
dur à dire, mais je suis quand même allé me promener dans la ville, là, tu sais, puis je voulais voir un peu. Puis c'était Vous étiez à Riyad, hein? à Riyad, Ouais, ouais, ça. exact. C'était impressionnant, là, à un moment donné, je marchais, puis la première fois que je suis allé, j'étais allé avec ma femme. Puis, tu sais, je me disais, OK, est-ce que Ça va être comment? ça va, ouais, exact, là, tu sais. Puis ils nous ont dit, elle n'a pas besoin de porter un voile, mais tu sais, juste pour être respectueux quand on se promène en ville, à porter un voile. Puis à un moment donné, on entend une espèce de sirène. Puis là, c'était juste pour avertir à tout le monde que c'était le temps de la prière, là. Fait que tout le monde se met à terre, puis ils se mettent à prier. Fait que là, on était un peu. Wow. Mais ça a été, tu sais, on était super bien accueillis. Les gens Avez-vous fait étaient... semblant ou même pas? Non. Je pense qu'il y a quand même quelques touristes là, qui sont qui font pas ça. Ouais. Mais non, là, c'est vraiment dépaysant. T'es pas à la maison, clairement. Mais ça s'est vraiment bien été. Ça a bien passé. Les gens étaient ultra respectueux. Moi, j'ai adoré mon expérience Riyad. Ouais, vraiment, j'ai adoré moi aussi. ça. Comme tu dis, les gens super respectueux, la nourriture super bonne, tout le temps bien traité, très au niveau de. Ils étaient très hospitaliers. Ils nous ont bien accueillis et tout. Donc, Moi, je les trouve fins. Je trouve qu'ils sont pas très expressifs. Je trouve qu'ils sont stoïques. Ah, ils sont très stoïques. Autant qu'il fait chaud là-bas, je trouve qu'ils sont froids. Mais sont très accueillants quand même. Là, ouais. Mais c'est surtout, c'est sûr que si tu es dans le ring, puis là, tu cherches la petite énergie de la foule, là, c'est plus difficile. Ouais, exact. Un sous-sol d'église, là, ça fait la job pour avoir des encouragements. Ouais, mais il y a aussi que nous, dans nos shows, tout le monde boit de la bière. Là. Ouais, ça l'aide. Là. Ça aide à mettre dans l'ambiance, ça, exact. Ouais. On avait fait un show une fois à Trois-Rivières, puis on n'avait pas eu. Il y avait eu un problème avec le permis d'alcool. Puis c'était pas pareil. Là. Ben, c'est sûr, c'est pas pareil. Mais le nombre aussi de niaiseries qu'on peut entendre. Ça t'est déjà arrivé, Derek, d'entendre des choses de gossous comme qui crient pendant tes shows? Ouais. Est-ce que tu t'en souviens? Y en a-tu que tu t'en souviens, mettons, les plus drôles que t'as entendus? Là, c'est souvent que c'est pas drôle. C'est souvent que c'est pas drôle. Ça se répète pas dans un podcast. Ouais, c'est ça se répète pas tant. Fait que, non, mais tu sais, ça fait partie un peu de notre sport. Qu'est-ce que tu veux? Je veux dire, on attire tout genre de public. Hein? C'est ça. Ouais. On parlait de gala dans les sous-sols d'église, tout ça. La boxe amateur, les deux, vous êtes des produits de la boxe amateur québécoise. Vous avez de belles carrières. Vous avez de belles carrières chez les professionnels, mais tout découle de la boxe amateur. Et puis, en fin de semaine, il y a plusieurs événements de boxe qui vont avoir lieu au Québec. Il va y avoir au Club de boxe Le Cogneur, le 5 décembre, il va y avoir un événement. Sinon, à Montréal, le 6 décembre, il va y avoir au Gym Underdog un événement aussi. À Trois-Rivières, au Club de boxe Performance, un autre événement. One by One à Saint-Hubert et aussi Box Fit à Québec le 6 décembre. Le Cogneur, est-ce que c'est encore un lien avec la famille Bizier ou plus vraiment? Puis maintenant, c'est Jean Guillemette qui a racheté ça, puis il roule ça avec des jeunes qui font très bien. Ils font beaucoup de galas. C'est super le fun parce que à Québec, il y a moins de galas qu'il y avait avant. Puis le Cogneur, je pense que c'est ceux qui en font le plus présentement. Sinon, Derek, de ton côté, là, t'es proche du départ. Comment tu vas gérer les dernières semaines là, jusqu'à ton départ? Ben là, justement, tu me parlais de Leila tantôt. Là. Nous, on vient de finir la grosse semaine là, qui est dure en volume. Là. Cette semaine aussi, on a quand même beaucoup de volume, mais ça commence à s'estomper. Tranquillement, c'est des entraînements très intenses, mais plus courts. Puis ben là, on focus sur la perte de poids, s'assurer que le mental est là. Le mental est tout le temps vraiment là, par exemple. Fait que ça, c'est pas un problème. Puis préparer les bagages pour le départ, s'assurer de pas rien oublier. Puis c'est ça. C'est chaud. Le show s'en vient. Là. C'est quoi ton pronostic? Là? Tu penses qu'est-ce qui va se passer dans le combat? Moi, je reviens avec la victoire. Je vois pas aucune autre façon que ça peut terminer. Mais je vais dire une chose, il y a plus de potentiel à se faire geler que mon dernier combat. Ah ouais, tu vas t'en débarrasser avant la fin. Ouais. Mais je suis vraiment prêt pour faire 8 rounds. Puis la réalité, c'est que les chances sont très bonnes qu'on fasse toutes nos rounds. Mais tu peux jamais prendre ça pour acquis, c'est sûr. Exact. Je veux pas dire que je vais arriver là-bas, je vais le geler. Mais il y a plus, tu sais, comme mon dernier, le Colombien, il était moins bon que Dylan Biggs, mais plus awkward, plus compliqué à boxer.
C'est un gars qui cognait fort. Il était reconnu pour cogner dur. J'ai pas trouvé nécessairement. Mais Dylan Biggs, il est plus sujet à se faire arrêter que Carlos. OK. Alors, toi, tu es prêt pour aller jusqu'au bout, mais tu vises une victoire spectaculaire parce que tu as quand même eu deux victoires sur 4 par arrêt de l'arbitre. Ouais. Des beaux stoppages. Stoppages. Ça, c'est des beaux arrêts. Des belles victoires par arrêt de l'arbitre que tu as faites. Comment tu t'es senti à ce moment-là, justement, là, sur une grosse scène comme ça, arrêter tes gars? Ben, c'est le fun. Puis c'est tout le temps le fun, là, faire un knockout. Là, c'est arrêter le combat avant la fin pour le spectacle, pour le boxeur, pour le promoteur, pour tout le monde. C'est tout le temps. Quand l'opposition est élevée, tu sais, en début de carrière, des fois, tu te débarrasses de gars. C'est un peu plate. Tu le sais qu'ils sont pas vraiment dans ton niveau. Fait que, tu sais, c'est moins gratifiant. Là, mais quand t'arrives dans un gros tournoi comme ça, puis que il y a des millions de personnes qui regardent les combats un peu partout sur la terre. Les odds sont contre toi un peu aussi des fois. La foule, contre moi, la foule, elle a été souvent pour mon adversaire. Fait que c'est plein de petits détails comme ça qui font en sorte que la victoire est encore plus cool à aller chercher. Puis ce qui est le fun dans mon cas, c'est dans un monde idéal, c'est sûr que j'aimerais ça avoir juste des knockouts, mais je vais chercher tellement plus d'expérience avec des décisions. Mais trompez-vous pas, moi je veux continuer à faire des knockouts. Au pire, débarrasse-toi-en, mais tard. Tard, exactement. Puis moi je trouve que c'est là qu'on va chercher, en tout cas pour ma part, l'expérience. Je suis content d'avoir fait 2 décisions puis 2 knockouts. Ça montre un petit peu à la planète que je suis capable de faire les 2. Fait que c'est le fun. Et on parlait de ça un peu hier. Ouais. Est-ce que as-tu l'impression de... Est-ce que tu vois que c'est un bagage que tu vas chercher en boxant à l'extérieur? Moi, j'expliquais à Antonin, je disais, le fait qu'il soit à l'extérieur, là, c'est tellement un beau bagage. Là, voyager, faire un voyage comme ça, pour moi, c'est l'équivalent de 5 à 10 combats à la maison, là, devant ta foule. Là. Où je n'étais pas vraiment d'accord avec lui, puis on va en parler, tu me diras qu'est-ce que tu en penses, c'est que si, mettons, tu t'en allais boxer contre un Anglais en Angleterre, là, tu as la foule contre toi, mais t'as aussi, tu sais, t'as le fait que... Toi, tu dois t'adapter, tu dois t'adapter, t'as ton décalage horaire, tu dors pas, tu dors à l'hôtel, puis lui, il est dans ses pantoufles, tu sais, tout va bien chez lui, il est dans son environnement, sauf que là, les deux... C'est sûr, toi, tu le vis, le fait de voyager, mais lui aussi, il n'est pas chez lui. Là, mettons, tu bats contre un gars d'Australie, là, c'est un peu plus proche de l'Arabie Saoudite, mais ça reste que c'est une méchante ride pour lui aussi. Il n'est pas dans son environnement, il n'est pas devant ses fans, il n'est pas devant sa foule. Fait que, oui, c'est un bon bagage, le fait de voyager, mais t'as pas le même désavantage. Là, non, que de boxer chez la personne. C'est sûr que c'est pas la même affaire, mais... Tu sais, c'est que je crois que comme quand on va... Mettons, si je reviens au Québec ou on parle de Vegas, de peu importe, je crois que je vais avoir tellement vécu... Parce que pour ma part, c'est la pire façon d'aller boxer. C'est pour moi, en tout cas, présentement, avec le volume de combats que j'ai, c'est ce que je trouve le plus dur, c'est de faire le voyagement, la perte de poids en même temps que le décalage horaire, puis d'arriver 3-4 jours avant le combat. C'est ce que moi j'ai trouvé le plus dur. Fait que pour moi, je pense que ça va être plus facile pour moi d'aller boxer justement dans un show à Vegas où tu vas faire, je sais pas c'est quoi, 4 heures d'avion, peut-être 3 heures. Puis de boxer probablement dans le même temps, dans ton même time frame que le Canada ou similaire. Non, c'est 6 heures, 3 heures de décalage. OK, bon, ouais. C'est ça. C'est quand même moins peu qu'à 7. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, c'est que c'est un méchant bagage que je vais chercher là. Ah ouais, c'est clair. Ça va, tu gardes ça dans ton coffre d'outils, c'est certain. Ce que je disais à Sam, puis ça enlève rien à ton mérite, là. C'est juste que quand tu arrives dans un terrain hostile, puis tout le monde crie contre toi, aller boxer en Angleterre, là, puis la foule qui se met à chanter tout en même temps. Tu lances une bonne shot, personne crie, puis lui, il lance un jab. Puis on l'a vu, là, Lucien Boutet, quand il est allé boxer contre Carl Froch, c'était à Nottingham, j'imagine. Tu craques un peu parce que t'as tellement de monde qui sont contre toi. Kevin Bizier contre Brooke, même Oscar Rivas contre Dylan White. Mathieu Germain, dernièrement aussi. Contre Dalton Smith. C'est toujours tough, un peu d'espèce de grosse pression-là. C'est pas le même genre. Tu disais que le monde sont calmes, il n'y a pas le monde qui crie pas vraiment. Mais tout le reste,
oui, c'est un gros bagage et personne n'a jamais fait ça, d'aller boxer 5 fois en dedans de 6 mois c'est fou, sur là. la route continuellement comme ça. C'est vraiment tough. Là. Ouais, mais j'ai hâte justement d'aller chez quelqu'un puis que ça prenne pour lui puis d'aller, si c'est quelqu'un qui est invaincu, d'aller mettre un à sa Briser le fiche. show, Là, ça serait, moi, Casser le party, c'est le fun. venir casser le party, le party, là, ça serait, j'aimerais bien ça. Sinon, pendant ce tournoi-là, si je me trompe pas, vous avez les pointages entre les rounds, right? Ouais, open scoring, ouais. C'est-tu à chaque round ou c'est comme aux 4? Chaque 2. Chaque 2 rounds? Ouais, chaque 2 rounds. Puis, honnêtement, c'est quand même le fun. Est-ce que je dis que je préfère ça? Peut-être, parce qu'honnêtement, t'as la vraie carte, t'as pas c'est Puis pas la est-ce, carte que est-ce que c'est affiché at large ou c'est juste... c'est dit au micro, carrément. Fait que la foule, là, c'est aussi. OK. Puis c'est juste que ça donne un vrai un vrai jugement sur le combat. Si tu perds tes rounds, tu le sais qu'il va falloir que tu t'ajustes parce que. Ouais, tu peux pas te dire à la fin, mais j'étais sûr je pensais que je l'avais. Non, tu le sais que t'es en arrière. Fait qu'il faut que tu. Moi, c'est un peu ça que ça fait avec Paul Ryan. C'est ça que j'allais demander. Puis le premier round, je savais que je l'avais perdu parce qu'il m'avait fait mal paraître sur un knockdown que. C'était une perte d'équilibre, là, mais c'était un knockdown pareil. Fait que je savais que j'avais perdu le premier. Deuxième, je croyais que je l'avais gagné serré. Là, quand je reviens entre le 2 et le 3, ça dit que c'est le 3-0. gold corner, c'est lui qui a les 2 rounds. Fait que quand je suis revenu, j'ai mordu dans mon piece puis je suis allé arranger la suite des choses. Là, mais bon. c'est intéressant puis c'est le fun. C'est une nouvelle manière de procéder puis c'est cool. Ouais. Est-ce que tu aimerais ça que ça soit toujours comme ça? Je suis pas contre, je suis pas pour. Mais ça fait des années qu'il essaie en ça un parle, peu je le pense. WBC. Là. Moi, j'ai déjà boxé, moi, puis il nous le disait, je pense, après le 6e C'était round. 4, 8. C'était 4 puis 8. Quatre- En Argentine, c'est 4 puis 8. Il me semble que c'était après J'ai 6. encore les petits papiers à la Ah, ça, maison. c'est pas 4 ok. puis 8. me souviens pas. 4 puis 8, on avait le score. J'avais eu ça aussi avec Mbili quand il boxait en France. Ok. Pour certains titres de la WBC, il faisait ça. Ouais. Mais moi, j'aime. Pourquoi c'est pas constant? Tu sais, ils devraient le faire. Pourquoi ils le font juste des fois? C'est quoi le Des fois, les commissions thinking? veulent pas. Ils Ok. disent, c'est selon les règles de la commission. Écoute, je pourrais pas te dire. Mais moi, j'aime ça parce que je trouve qu'au niveau de la corruption, ça enlève un petit peu de. Ben oui. Tu sais, Ouais, puis c'est quand les juges, là, tu sais, tout le monde le sait, là, tu sais, que si c'est 5-0 d'un côté, il y a 2 juges qui ont ça 5-0, puis il y en a un qui a ça 4-1, puis de l'autre bord, OK, c'est pas Ouais, c'est ça, là, tu sais. Ouais. Fait que les juges sont un peu plus on the spot. Si on veut, là. Ouais, exact. Un peu plus de pression. Mais ça, les juges devraient être un petit peu plus imputables pour leurs décisions. Des fois, là, il y en a qui ont des décisions complètement à l'inverse des autres, Ouais, là, ou, tu sais, qui a qui pas n'ont aucun rapport, là. sens. Puis, on va juste chialer un peu, mais tu sais, ils n'ont des fois- comme pas de compte à Mais rendre, des on fois, dirait, tu là. peux tu sais, tu regardes le combat d'un angle, tu le regardes d'un autre angle, puis tu peux tu sais, tu le vois différemment, puis aussi le fait tu sais, de la manière qu'on est influencé par la foule, justement, je sais qu'eux, c'est des professionnels, puis c'est ça Là, leur mettons, métier, là. Adela Bird, là, quand elle avait fait le combat Canelo contre Golovkin, puis qu'elle avait donné, je pense, 99. Elle avait donné quasiment toutes les rondes à Canelo ou 1 ou 2 rondes à Golovkin, alors que c'était un combat Ouais, le premier. ça avait aucun sens. Là, tu sais, il y a personne t'as qui raison. pouvait donner ça avec autant d'écart. Là, tu Ouais, sais. mais Canelo, il y a un aura autour de lui parce qu'il a failli. Ça a fini finir un combat nul dans son combat contre Avec Terence Crawford. Moi, Ça, tu vois, il y ça en a aurait un été justement l'enfer. que j'avais pas compris. Puis justement, c'est là que tu dis les juges, justement, ils sont pas punis ou tu sais, je sais pas qu'est-ce qu'ils pourraient avoir, mais justement, je pense que c'était David Allen contre Fisher, le premier combat, qui avait donné nul. Moi, j'avais Allen. Je pensais qu'il allait dire contre Arslan Beck. Je disais là. Non. Mais David Allen contre Fisher, tu sais, les odds étaient pour Fisher. Puis il s'est fait malmener, là, mais solide. Puis il avait donné un combat. Il avait donné le combat. Il avait même pas donné nul, il avait donné le combat à Fisher. Puis Tu comprenais pas pourquoi. je comprenais pas. Puis tu sais, c'est que tout le monde a vu le rob, là. C'est un vol. C'est un peu comme Eric Lucas avec c'était Bayer Ouais, exact. Ouais, en Allemagne. Mais moi, tu vois, là-dessus, je suis un petit peu un malade mental. Là. Ouais. Dès que j'ai un tableau Excel, là, puis mettons, je sais qu'on a certains juges, ou, mettons, au Québec, là, j'essaie de maintenir les cartes de pointage de tout ce qui sort. Puis après ça, j'ai mes stats avec les juges, tu sais. Mais ça, c'est un petit peu autiste. Là. Ouais. Tu veux vraiment en parler, là. Mais d'un autre côté, tu sais, après ça, je le sais, moi, mettons, si j'ai tel juge
puis qu'il score tout le temps contre nous, ben je vais essayer de diriger l'action. Tu sais, comme je demandais à mon boxeur, amène-le dans ce coin-là, là, tu sais, travaille dans ce coin-là, travaille dans... Tu sais. Mais je niaise, là, parce que nous aussi, on fait ça. C'est important de le savoir, mais je peux te dire que de demander à ton athlète d'aller se battre dans le coin gauche pour mieux paraître devant ce juge-là, c'est impossible. Là. Ben, tu serais surpris. Tu serais surpris. De rediriger l'athlète dans une direction. C'est vraiment tough. Là. Quand tu te bats, quand tu commences à te battre, là, tu sais plus les juges, y es-tu à droite, y es-tu à gauche, t'es complètement... Non, mais amène-le dans ce coin-là, ramène-le tout le temps dans ce coin-là, ramène-le tout le temps dans ce coin-là. Puis je te garantis que c'est quelque chose qu'on en place. Même chose quand il reste à peu près 10 secondes au round. Je demande tout le temps à mes athlètes qui reviennent vers le coin tranquillement. C'est des petites affaires. Quand t'entends le talk, tu te déplaces exact, tranquillement revenir. Ça, oui, mais dans le milieu de l'action, là, de te mettre à la bonne place. Non, mais je te demande pas d'être là tout le temps. Comme, essaye de l'amener là-bas. Je comprends. Marc t'a déjà dit, OK, là, tu le frappes, puis tu l'accroches, puis tu marches. Mais là, s'il dit... Marche dans la bonne place. Marche par là-bas, tu sais. Là, tu as ton break, tu fais ton step, là, après ça, tu repars, mais ton action est là, tu sais. J'imagine. Puis je sais que chez les Cubains en boxe amateur, ils faisaient ça énormément. Ils regardaient les juges où ils étaient, puis tu as tout le temps 3 juges qui étaient là, et il y a un espace où il n'y a pas de juge. Ils disaient, ça, c'est l'espace où tu n'as pas besoin d'aller, mais les autres places, c'est où il faut que tu donnes ton action, tu sais. Alors, il faut que tu sois conscient de ça aussi. C'est difficile, mais c'est des choses que tu vas prendre en considération quand tu vas faire ton shadow. C'est des choses que tu vas prendre en considération quand tu vas faire ton sparring. Moi, des fois, je demande des trucs spécifiques à mes athlètes pendant le sparring. Je suis comme, OK, mais là, je veux que tu la marches ou que je veux que tu l'amènes là. On s'est jamais fait ça pendant ma carrière, fait que j'ai comme l'impression que c'est difficile, mais c'est sûr que c'est quelque chose sur lequel tu dois t'entraîner puis tu le fais. Là, dans le fond. Fait que, mais en tout cas, tout ça pour dire que j'ai mes statistiques des juges. Puis des fois, c'est qui les juges que t'aimes pas? Des fois, je regarde les combats, puis ça se peut qu'il y ait 2 juges qui l'aient donné d'un bord, mettons, le round d'un bord, puis un juge qui l'ait donné de l'autre bord. Puis moi, je vais être en accord avec le juge qui l'a donné de l'autre bord. Là, des fois, c'est ça aussi. Il faut pas que tu... Non, c'est pas parce qu'il y a une décision qui est controversée qu'il y a de la corruption. Là, ça arrive des fois, tu peux voir le combat différemment. Là. Exactement. Ouais. Mais moi, j'aime beaucoup faire mes propres cartes, puis après ça, regarder la différence. Puis aussi, ce qui influence aussi, c'est que, puis ça devrait pas être ça, mais c'est que chaque juge a sa manière de juger. Il y en a qui peuvent favoriser un gars qui met de la pression. Il y en a d'autres qui favorisent un gars qui contrôle l'action. Il y en a d'autres qui disent que dès qu'il y a même si tu perds un peu le round, si c'est toi qui as porté le coup le plus significatif, c'est toi qui gagne le combat. Fait que, le round. Fait que, c'est pas toujours évident parce que chaque juge peut aimer un style en particulier puis favoriser l'athlète en fonction de ça. Exactement. C'est ça qui est tough des sports jugés par un être humain. Là. C'est ça l'affaire, ouais. Tout à fait. Fait que je sais qu'ils ont beaucoup de formations, autant avec la WBC, WBO, WBA, avec les associations. Ils forment les juges. Les juges sont invités à aller dans à différents endroits pour continuer à s'entraîner, si on veut. Mais reste-t-il qu'encore une fois, c'est la vraie question, là, c'est est-ce qu'on a des bons juges au Québec ou il y en a qui faut sont excellents, je les aime tous. Surtout ceux qui sont bons. Avec ton petit dossier, là, c'est qui dans le rouge? On veut savoir. Regarde, l'ordinateur est fermé ici, il est locké, ça prend mes empreintes digitales, il va falloir me tuer, les gars. Il y a quelques décisions, en tout cas, on n'ira pas là, mais c'est ça. Ouais. Non, mais, tu sais, on a beau dire ce qu'on voudra, des fois, on n'est pas... Ça arrive, des fois, on n'est pas content d'une décision, on n'est pas content du travail d'un arbitre et tout, mais overall, on a une très bonne commission, puis c'est ça. J'ai déjà fait des articles là-dessus sur Punching Grace, d'ailleurs, pour parler un petit peu de ça, et je vais le réitérer. Est-ce que c'est parfait? Je pense pas. Mais est-ce qu'il y a un système qui est parfait? Ça non plus, je le pense pas. Je pense que tout le monde fait son gros possible. Je pense qu'éventuellement, il va falloir... commencer à rajeunir un petit peu la clientèle parce que veut pas les gars ils commencent à vieillir puis ils vont pas être là toute leur vie, mais je vois pas de relève tant que ça, la relève qui est formée, tu sais. J'aimerais ça moi qu'il y a des jeunes qui suivent la vieille garde là, pendant une couple de galas, puis qu'ils soient avec eux puis que là ils prennent de l'expérience, même chose. Ah ouais, c'est quand tu dis que les jeunes ils ont 50 ans là. C'est ça. C'est ça là, tu sais, mettons un gars comme Nicolas Esnault là, c'est un des jeunes de la régie puis il approche la cinquantaine, Nicolas là. Ouais. Et puis, mais tu vois, moi,
je veux voir ça. Même chose pour les arbitres. Les arbitres, là, je veux en voir soit de la boxe amateur, soit, tu sais, mais comme qui commencent à venir de plus en plus, puis qui font de la formation, parce que sinon, ce qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver dans 5-10 ans, puis ça va tout être du nouveau staff, du monde qui ne connaissent pas ça, qui n'ont pas suivi les rouages. Puis c'est là que, tu sais, c'est comme un peu le système de la santé. Il faut commencer à y penser avant, parce que quand tu vas faire face à une pandémie, il va être trop tard. Là, les dommages vont déjà être faits, puis ça va être difficile. Ouais. Fait que, Derek, on a assez parlé de mes juges. Y a-tu, en fait, après ce tournoi-là, tu disais tu prends un mois? Un mois, un petit peu en dehors du gym, rester en forme, faire la petite course si c'était là, mais... Puis est-ce que tu as une entente avec, disons, la WBC ou l'Arabie Saoudite à la suite de ça? Est-ce que tu dois faire d'autres combats avec eux ou sinon, comme tu disais, tu vas peut-être être agent libre? C'est ça qu'ils ont parlé justement du combat de la WBC Silver pour la ceinture. Ça va être dans les mois qui suivent le tournoi. C'est sûr en espérant qu'ils nous donnent plus que 2 mois. Là. T'as pas de nom, tu sais pas contre qui c'est drôle, mais écoute, je peux pas te le sortir là, mais j'ai eu un nom hier justement pour le gars qui a la ceinture. C'est un gars des États-Unis. Il est 8e aux États-Unis. Il est déjà champion de WBC. Ouais, c'est lui, il est là. Fait que je vais pouvoir aller hier acheter la ceinture. Facilement, là. Ouais, il est 19-0, 13 KO. Fait que c'est parfait. Moi, c'est ça que je veux. Je veux des combats le fun de même. À 160 livres, en plus, en ce moment, c'est une division qui est comme en renouvellement, si on veut. Là. On a déjà eu des gars pas pires, mais là, en ce moment, il y a comme un petit peu un creux de vague. Voir des jeunes comme vous qui arrivent, c'est cool. C'est bon, là, tu sais, sinon, t'as des gars comme Gianni Beck, là, tu sais, que... J'allais dire creux de vague. Non, mais Gianni Beck, il est très fort, mais tu sais, comme le reste des champions... Je comprends ce que tu veux dire. On dirait qu'ils sont comme plus ou moins connus, plus ou moins reconnus. Voilà. Mais c'est une grosse catégorie quand même. Je sais que 168, c'est une grosse catégorie. Éventuellement, je crois que je vais finir là. Pas tout de suite, mais éventuellement, on va faire le move probablement de monter dans les 168 livres. Est-ce que c'est parce que tu as de la difficulté à faire le poids ou ça va être plus lucratif? Je pensais avant le tournoi que j'avais de la difficulté à faire le poids, mais là, je me rends compte qu'avec le tournoi, avec une bonne diète, c'est faisable. C'est encore faisable 160, mais je sais, je suis capable de prendre la bonne masse facilement. Fait que je vais tomber dans les 168 livres éventuellement dans les prochaines années, j'en doute pas. Mais sinon, le combat de la WBC, si ça n'a pas lieu, c'est sûr, moi je veux revenir boxer avec notre gang au Québec, à Montréal. Je sais pas si, que ça soit... Idéalement, j'aimerais ça mettre un petit X sur le casino, peut-être une place belle ou quelque chose comme ça. Puis c'est le casino, c'est le casino. Puis que ça soit un combat local, un combat d'envergure, je suis in. Sinon, avant de terminer, tu as eu l'occasion de voyager beaucoup. Ton père t'a emmené dans plein de gyms, t'as rencontré plein de monde. Est-ce que tu pourrais me parler ou peut-être même prendre un petit 2 secondes pour remercier des gens qui ont été marquants pour toi là, dans ta carrière? Là, des entraîneurs que tu as dit, j'ai déjà fait des trucs avec lui, puis j'étais comme, wow, comme ça c'était hot. Là. Je sais que ton père a eu une grande importance pour toi. Il a été là tout le temps, mais tu as travaillé aussi avec d'autres mondes, puis j'imagine qu'il y a des gens... La liste est longue. Oui, la liste est longue. Sam veut que tu le remercies. Ouais, non, pas je vais commencer avec Sam. Non. Puis, non, ben pour vrai, oui, je me souviens. Je me souviens dans le temps avec Vincent et tout. Je me souviens, tu étais très présent. Tu as été là dans mes championnats canadiens aussi avec ta toque. Je m'en souviens. Puis, Sam, Momo Mustafa qui est rendu avec The Corner, François Haché-Lacombe. Mon premier entraîneur qui était Trevor Brown, que pas beaucoup de monde qui le connaît. Écoute, j'en passe, puis je m'excuse à eux que j'oublie parce qu'il y en a beaucoup. Là, présentement, j'ai pas le choix de remercier mon coach actuel qui est Stéphane Larouche, Dylan, mon père, Daniel Bouchard qui s'implique beaucoup, Pierre Bouchard qui s'implique beaucoup. On est une méchante belle équipe. Puis je sens que je vais faire résonner mon nom pendant un petit bout encore au Québec, mais j'espère plus que le Québec. Là. À l'international. Puis je pense que je suis bien parti pour. Puis j'ai hâte de voir la suite des choses. Derek, merci énormément de nous avoir accordé ce temps-là, du temps précieux avant un départ.
Nous, c'est sûr qu'on va te regarder. On te trouve toujours spectaculaire. On trouve ça le fun. Antonin et moi, à chaque fois. rayonner le Québec, on est fiers. Fait que on va chercher ça. On va être avec toi, Merci, puis on va man. regarder ça. Merci. Fait que Derek, merci énormément. Puis Anton, on remet ça la semaine prochaine. 100%. All right. Merci, les gars. Merci beaucoup et à la prochaine.